Bonjour, je suis le docteur Alexandre Dumichi, cardiologue à l'hôpital de Montluçon, et j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire CNCH qui a comme sujet la prise en charge des dyslipidémies. Un petit rappel, le Collège national des cardiologues hospitaliers regroupe des médecins spécialistes cardiologues exerçant de façon partielle ou totale dans des hôpitaux non universitaires. Je souhaiterais remercier donc à tous les membres CNCH qui suivent régulièrement nos webinaires. Également, nos webinaires sont vus par une audience internationale qui va de Canada jusqu'en Afrique. Je mentionne que le webinaire est enregistré et sera disponible sur le canal YouTube de CNCH. Également, il est distribué en live sur Facebook en ce moment sur le compte CNCH. À mentionner aussi que vous allez pouvoir poser vos questions dans l'onglet Conversation et on répondra après la première partie du webinaire et dans la session donc, de discussion. Ceci dit, je donne la parole au docteur Walid Amara, cardiologue, responsable de l'hypologie au centre hospitalier de Montfermeil, avec qui j'ai le plaisir de modérer ce webinaire. Bonsoir Walid. Bonsoir, merci Alexandro pour cette introduction. Merci à tous d'être connectés un lundi 18h pour ceux qui ont peut-être fini leur travail. De toute manière, pour ceux qui le ratent, ce sera en replay, donc vous pourrez le suivre. Et en fait, pour moi, c'est un énorme plaisir parce que d'abord, le cholestérol, en fait, ça intéresse toujours. On pourrait croire qu'on a plein de traitements pour agir. Et en fait, on se rend compte qu'il reste plein d'interrogations. Et j'ai un énorme plaisir aujourd'hui avec moi deux amis, le docteur Michel Farnier, qu'on ne présente plus, spécialiste du cholestérol national et international, qui est de Dijon, et le docteur Franck Bocara, qui m'a connu bébé comme externe et qui est cardiologue à Saint-Antoine, à Paris, et qui vont tous les deux enrichir nos connaissances. Alors pourquoi on est commencé aujourd'hui? J'ai ce titre que pour Michel qui m'intéresse parce que finalement ce concept je ne l'appréhendais pas ainsi, qui est finalement celui de la charge en cholestérol. Parce que finalement le plus souvent on est limité à viser des cibles de LDL et aujourd'hui il va nous apprendre plein de choses. Donc Michel, c'est un énorme plaisir de t'introduire et de te passer la parole. Bonjour à tous. Donc, merci pour cette aimable invitation et j'espère que le partage d'écran est en train de s'installer. Voilà. Donc, pendant une quinzaine de minutes, je vais essayer de résumer ce concept de ce qu'on appelle le cholestérol burden, ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait non pas tenir compte d'un taux isolé de cholestérol, mais d'un risque cumulé à une exposition globale au cholestérol pendant, bien sûr, toute sa vie. Cette diapositive classique résume mes liens d'intérêt. Et je voudrais donc globalement parcourir ces 4 thèmes, très rapidement revenir sur des notions toutes simples de relation entre cholestérol et athérosclérose, puis vous montrer un exemple de données épidémiologiques en faveur de cette notion de burden et de risque cumulé à l'exposition au cholestérol, pour envisager ensuite très brièvement des données génétiques qui militent en faveur de l'utilisation de ce concept, et pour finir, bien sûr, par des implications thérapeutiques. Alors, tout d'abord, si on veut évaluer donc ce cholestérol burden, l'exposition cumulée, schématiquement, on a donc 2 éléments qu'il faut prendre en compte. Il faut tenir compte de l'ensemble du cholestérol hétérogène. Alors, où est-ce qu'il est ce cholestérol hétérogène? Il est dans toutes les lipoprotéines qui sont riches en ApoB. On va y revenir. Et la deuxième partie, qui est très peu faite en pratique clinique, c'est d'essayer d'évaluer la durée d'exposition à un taux élevé de cholestérol et donc de cholestérol hétérogène. Et dans les rares articles, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles sur ce sujet, ce cholestérol burden s'exprime en grammes an. C'est souvent d'ailleurs une mauvaise expression. Pour être plus précis, il faut plutôt dire des grammes par litre an,
puisque en France, on est en grammes par litre, et c'est donc le cumul des grammes par litre sur tout un cumul d'années qui est important. Alors, pourquoi cette notion? Parce que très souvent, on dit que ce sont les LDL qui sont hétérogènes. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et toutes les lipoprotéines riches en ApoB qui ne sont pas trop grosses, et en général, on dit pour lesquelles le diamètre ne dépasse pas 70 nanomètres, et ça correspond bien sûr au LDL, mais aussi à la lipoprotéine petit a et au remnant des lipoprotéines riches en triglycérides. Toutes ces lipoprotéines peuvent franchir l'endothélium et donc engendrer une accumulation de cholestérol dans l'endothélium vasculaire. Ce qui veut dire, en fait, pour évaluer l'ensemble du cholestérol des lipoprotéines riches en ApoB, et j'ai mis à condition qu'elles ne soient pas trop larges, parce que si elles sont trop grosses, ça ne peut pas rentrer. Et on a d'une part, dans notre pratique courante, le LDL cholestérol, qui est en fait la somme du cholestérol des LDL et de la LP petit a, quand on a un LDL cholestérol en pratique quotidienne, calculé ou mesuré. Et pour avoir le cholestérol contenu dans les rémanentes des lipoprotéines riches en triglycérides, c'est plus compliqué, ça ne se fait pas en routine, c'est ce qu'on appelle le RLP cholestérol ou cholestérol des rémanentes, mais si on ne peut pas avoir ce rémanente, on a un moyen d'avoir l'ensemble, qui est tout simple. C'est le LDL cholestérol plus le rémanente, c'est quoi? C'est le non-HDL cholestérol, qui est tout simplement cholestérol total moins l'HDL. Donc quand on enlève l'HDL du cholestérol total, on a l'ensemble du cholestérol des lipoprotéines riches en ApoB, et c'est ça dont il faut tenir compte pour évaluer le burden global de cholestérol. Alors maintenant, pour l'effet cumulé, pour la durée d'exposition, j'ai pris un exemple d'une figure où c'est le LDL cholestérol, mais c'est la même chose si on prend le non-HDL ou l'ApoB. Mais on s'aperçoit qu'en fait, quand on cumule une même valeur de LDL cholestérol à partir de la naissance pendant toute sa vie, à un certain moment, on atteint comme un seuil, et ici souvent le seuil retenu est de 50 grammes par litre an, à partir duquel on peut commencer de voir apparaître des plaques d'athérome. Alors bien sûr, c'est une moyenne, ça dépend de la présence d'autres facteurs de risque, mais c'est un moyen souvent mnémotechnique. À partir de 50 grammes litre an, on a la possibilité de voir des plaques athéromateuses. Alors, on a pas mal de données épidémiologiques récentes ces dernières années qui illustrent ce concept, enfin pas mal. Quelques données épidémiologiques. Je vous donne uniquement un exemple. Un travail publié fin de l'année dernière, issu d'un gros consortium, qui montre l'application du non-HDL cholestérol pour stratifier le risque d'atteinte cardiovasculaire athéromateuse. Bien sûr, nous sommes dans la maladie athéromateuse. Alors, ici, pas de surprise, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, plus le non-HDL cholestérol est élevé, plus on est à risque. C'est pas ça qui est intéressant que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer que dans ce papier où il y a beaucoup d'informations, on a ce diagramme qui montre la chose suivante. Quand on sait qu'on a un taux élevé avant 45 ans, par rapport entre 45 et 60, ou à partir uniquement de 60, on s'aperçoit que c'est là quand on a donc un taux élevé depuis un âge relativement jeune, qu'on a la plus forte association entre l'élévation du non-HDL et le risque d'athérosclérose. Et effectivement, si je sais avant 45 ans qu'il y a une élévation, j'aurai un burden après X années d'évolution beaucoup plus important, beaucoup plus de durée d'exposition. Et c'est une bonne illustration de cette notion de cumul d'années, de cumul d'exposition au cholestérol. Alors, on a aussi des données génétiques qui vont dans le même sens. Ici, c'est issu d'une revue parue cette année où on a pour les trois marqueurs lipidiques, LDL cholestérol, le cholestérol de la LP petit a et le cholestérol des rémanentes, pour une même augmentation d'une millimole, 0,40 grammes par litre, l'effet de données épidémiologiques et des données génétiques. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, lorsque c'est génétiquement induit, une élévation du LDL cholestérol, le risque est plus élevé puisqu'on est exposé depuis la naissance à ce taux plus élevé de LDL cholestérol. Ici, c'est le rôle de la génétique vis-à-vis de taux plus élevés, donc de variants génétiques induisant des taux plus élevés, soit de LDL cholestérol, soit de rémanente de cholestérol, soit de LP petit a. On a exactement la même chose cette fois-ci dans l'autre sens.
pour des données génétiques d'abaissement du LDL cholestérol pendant toute la vie. Et on s'aperçoit que si on diminue le LDL cholestérol d'une millimole, 0,40 grammes par litre, pendant toute la vie, donc à partir de données de randomisation mendélienne, c'est là que la réduction du risque coronaire est la plus marquée, puisque c'est une exposition, vous voyez une moyenne de 50 ans d'exposition ici prolongée, alors qu'en rouge, si on prend les essais randomisés classiques qui sont essentiellement des essais statines, où la durée moyenne de suivi est souvent de l'ordre de 5 ans, eh bien, pour une même réduction du LDL cholestérol, le bénéfice est moindre, puisqu'on a moins longtemps d'abaissement du LDL cholestérol. Je vais marquer sur la diapositive qu'on avait comme modèle, Avant, je vous ai dit que tout l'élément commun, c'est le non-HDL cholestérol ou l'ApoB. Et toutes les données sur l'ApoB nous montrent qu'effectivement, plus l'ApoB est abaissée, plus le risque est réduit dans tous les modèles génétiques, quelle que soit l'origine de la baisse de l'ApoB, que ce soit lié à des mutants, à des variants sur les gènes qui affectent les triglycérides ou qui sont en bleu ou en rouge pour les LDL, on a exactement la même relation linéaire. Plus l'ApoB est bas, plus le risque cardiovasculaire sera réduit, d'où l'intérêt d'approche thérapeutique abaissant ce paramètre. J'indiquais qu'il y avait comme modèle l'hypercholestérolémie familiale. Et effectivement, la première fois à ma connaissance où on a commencé de parler de burden, de cholestérol, c'est en 1996 avec cette notion de cholestérol year score. Et donc, pour des homozygotes qui ont des taux dramatiques de cholestérol total, vous voyez 7,80 g et de LDL cholestérol, bon, on s'aperçoit que tous les patients qui avaient un score, vous voyez, de 166 grammes par litre avaient des lésions coronaires, et ceci pour des sujets jeunes. Vous voyez leur moyenne d'âge 28 ans, mais ici, ceci apparaissait, on le voit dans une diapositive suivante, dès l'âge de 10-15 ans. Ce qui veut dire que quand on fait une espèce de calcul qui n'a pas de valeur parce qu'il y a d'autres facteurs de risque, mais un cholestérol total à 3 grammes par litre, eh bien, automatiquement, il y aurait des lésions coronaires à environ 55 ans s'il n'y avait aucun autre facteur de risque pour arriver à ce score global. On a aussi des données à partir de la forme hétérozygote, et je crois que Franck illustrera cette forme hétérozygote. Et dans ce travail qui date déjà d'il y a 4 ou 5 ans, on compare pour des mêmes franges de LDL cholestérol le risque par rapport à la référence où il y a le LDL cholestérol relativement bas, le risque pour des patients qui n'ont pas de mutation en jaune ou une mutation identifiée d'hypercholestérolémie familiale. Et si je prends par exemple entre 1,90 g et 2,20 g, bon, on s'aperçoit que quand je sais qu'il y a une mutation, donc je suis sûr qu'il y a une exposition depuis la naissance, pour une même valeur de LDL cholestérol, le risque est beaucoup plus important, illustration de ce cumul d'exposition au LDL cholestérol pendant toute la vie. Ce qui veut dire qu'en résumé, et c'est une diapositive construite et adaptée de cet article, si je prends les formes homozygotes avec un LDL par exemple à 5 grammes par litre, eh bien vous voyez que si je déclenche un syndrome coronaire aigu avec cette valeur de 80 grammes par litre, c'est atteint à l'âge de 16 ans pour les homozygotes, sans traitement, j'entends bien sûr, à l'âge de 40 ans pour les hétérozygotes qui auraient un taux de LDL cholestérol à 2 grammes par litre, et un sujet qui aurait un LDL à 1,25 g depuis la naissance et stable atteindrait ce seuil pour déclencher un syndrome coronaire aigu à l'âge de 64 ans. Alors, bien sûr, ceci est schématique. À nouveau, il y a toute l'influence des autres facteurs de risque, mais il nous montre le rôle le nombre d'années d'exposition cumulées. Alors, les implications thérapeutiques, pour finir. Ceci nous donne des arguments pour traiter tôt en prévention primaire, c'est sans doute l'enjeu des années futures, et bien sûr confirme qu'il faut traiter plus fort les patients, en particulier en prévention secondaire. Alors, la durée d'exposition à un taux élevé de LDL ou de non-HDL va donc conditionner le pronostic, ce qui veut dire qu'en pratique, il faut dépister tôt. C'est pour ceci qu'on recommande un dépistage dès l'âge adulte et même dès l'enfance lorsqu'on suspecte une hypercholestérolémie familiale. La deuxième conséquence pratique, c'est que si on utilise des grilles pour évaluer un risque comme SCORE proposé en Europe ou comme Framingham aux États-Unis avant l'âge de 40 ans, c'est pas bon, parce que tous les sujets jeunes, ils vont toujours être classés à bas risque sur 10 ans.
parce qu'on ne fait l'évaluation que sur 10 ans. Et donc, il faut se méfier de l'utilisation de ces risques, de ces grilles d'évaluation d'un risque absolu pour des sujets jeunes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les dernières recommandations européennes, on dit attention, quand on est dans un risque faible ou modéré, eh bien, il faut essayer d'évaluer l'athérosclérose infraclinique pour ne pas laisser passer des patients qui seraient déjà à risque. Donc, se méfier de l'utilisation des scores de risque pour les sujets jeunes, et en tout cas pour le risque absolu. Et c'est aussi la raison pour laquelle, lorsqu'on a une hypercholestérolémie familiale, automatiquement on classe le patient dans les catégories haut risque sans avoir à évaluer par une grille son risque cardiovasculaire absolu. Alors maintenant, si j'essaie d'illustrer cette stratégie d'intervention en prévention primaire en illustrant l'intérêt de traiter tôt, et j'ai pris 2 exemples. Supposons une hypercholestérolémie familiale hétérozygote avec un LDL à 2 grammes par litre. Et je prends la décision de la traiter uniquement à partir de l'âge de 20 ans, avec un traitement qui baisse de 50% le LDL, traitement efficace. Bien oui, je retarde l'exposition cumulée, mais je m'aperçois qu'à 60 ans, il est quand même à un seuil où j'ai un très fort risque d'avoir un syndrome coronaire aigu. D'où en fait le message, lorsqu'on est en présence d'une forme familiale hétérozygote, 20 ans c'est déjà trop tard. Il est recommandé de traiter maintenant dès l'âge de 8 à 10 ans les formes hétérozygotes pour éviter déjà tout ce burden de LDL cholestérol de 0 à 20 ans si je ne traite pas. Si je prends maintenant l'exemple du patient qui a 1,25 g depuis la naissance, et si je prenais la décision qui n'est pas encore recommandée dans les recommandations formelles, de traiter dès l'âge de 20 ans en essayant de revenir à 0,70 g par litre, eh bien, je vois que je retarderai à au moins 55 ans le seuil minimum de 50 grammes an par litre pour commencer d'avoir un risque de plaque débutante. Donc, c'est toute l'illustration, sans doute, de bien d'identifier dans l'avenir des patients qui ont un risque cumulé suffisamment important pour prendre une décision de traitement dès la prévention primaire. Alors maintenant, vis-à-vis de l'intensité du traitement, particulièrement en prévention secondaire, je vous prends comme exemple la dernière méta-analyse parue cette année et qui montre que même chez des patients qui sont déjà en dessous de 0,80 g par litre, que ce soit avec les statines, avec l'association statine-izitimib ou avec statine plus inhibiteur de PCSK9, on a toujours un bénéfice complémentaire à abaisser de façon importante le LDL cholestérol. Et vous voyez que sur cette méta-régression, en fait, plus l'abaissement du LDL cholestérol est important, plus on réduit le risque relatif de maladie cardiovasculaire, intérêt d'un traitement très intensif pour les patients qui sont déjà au stade de la prévention secondaire. Donc, en résumé, en pratique, comme message clé, sans doute dépister le plus tôt possible pour essayer d'évaluer ce cholestérol burden. Si je ne peux pas avoir la durée d'exposition, pensez à dépister les lésions infracliniques qui me donneront le reflet de ce qui s'est passé pendant de nombreuses années. Et puis, pour des sujets à très haut risque, traiter rapidement, fort et longtemps. Je vous remercie pour votre attention. On vous remercie, Michel. J'ai le plaisir d'introduire professeur Franck Bocara, cardiologue au CHU de Saint-Antoine, qui va nous présenter Tips and Tricks de gestion des patients à haut risque. Bonjour Franck. Il faut allumer le son. Non, on ne t'entend pas toujours. Voilà, ça va être bon là. C'est bon? Super. Super. Bonjour. Merci pour votre invitation. Très content d'être avec vous. Plaisir de voir ces étudiants qui ont réussi en plus. Alors, je partage l'écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Très bien. Merci. Eh bien, merci à Michel Farnier d'avoir fait cette introduction et ce topo excellent sur le cholestérol burden. Et puis, donc, je vais, moi, essayer de vous donner quelques astuces ou trucs de lipidologie vus par un cardiologue, donc par la petite lorgnette. Et quelque chose, je me suis dit, pourquoi pas faire un cas clinique, quelque chose de très pratico-pratique
qui fait écho en plus avec tout à fait ce qu'a dit Michel. Voici les liens d'intérêt. Alors, donc, j'ai pris un cas clinique de la vraie vie que nous avons à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Donc, il s'agit d'une patiente, une femme de 45 ans qui présente, il y a maintenant une quinzaine d'années, donc en 2005, un SCA-ST-Propos+. On lui fait bien sûr rapidement la coronarographie et on retrouve des lésions biponculaires avec une sténose de la circonflexe et de la coronaire droite. Ces deux artères bénéficient d'une angioplastie et de 2 stents actifs. On est un peu étonné, donc bien sûr, on essaie d'identifier les facteurs de risque chez cette patiente. Donc, on note un tabagisme assez important, actif, 30 paquets années. Et elle nous parle de dyslipidémie connue, déjà vue par son médecin traitant, mais jamais traitée. Elle n'a aucun autre antécédent particulier. Elle est mariée, une seule enfant. Elle est aussi à de vie, très active. Elle fait du vélo tous les jours pour aller voir ses patientes âgées. Et elle est orpheline. Elle n'a pas de parents connus. Voici son bilan lipidique à la phase aiguë de son syndrome coronaire aigu. Et comme vous le voyez, on est tout de suite, bien sûr, choqué et étonné par le niveau de cholestérol total à environ 3,7 grammes, le niveau de LDL cholestérol très élevé à 2,9 grammes, un HDL cholestérol qui est normal, des triglycérides normaux, une ApoB qui est élevée, on dit que le sérum est clair. Tout le reste du bilan biologique est normal, ainsi que l'examen clinique, il n'y a aucune anomalie particulière. Donc une question, voilà, quel est votre diagnostic lipidique? Quel type de dyslipidémie il s'agit? Eh bien, vous savez qu'il y a une classification des dyslipidémies en fonction de l'augmentation ou non du LDL qui est isolé, des triglycérides ou une baisse du HDL cholestérol. Mais tout d'abord, première des choses à faire, c'est d'éliminer une cause secondaire de dyslipidémie. C'est vrai qu'elles sont rares et elles ne donnent rarement une hypercholestérolémie aussi importante, mais il faut vraiment les identifier, en particulier l'hypothyroïdie, il y aurait souvent des signes cliniques associés, bien sûr, une maladie de Cushing et une cholestase. Il faut y penser, par exemple, Saint-Antoine est un centre de référence des cirrhoses biliaires primitives et j'ai environ 3 à 4 patients par an qui ont des taux de cholestérol total de 5 à 6 ou 7 grammes en raison de cholestage liés à des CBP. Donc, il faut y penser et éliminer ces causes secondaires. Le syndrome néphotique aussi, typiquement aussi à éliminer, mais nous donne rarement aussi des hypercholestérolémies aussi importantes. Donc, on avait éliminé ici, et dans ce cas-là, il s'agit probablement d'une dyslipidémie de type 2A avec une augmentation isolée et pure, comme on dit, du LDL cholestérol, d'une cholestérol total, sans augmentation des triglycérides ici. Donc, ce n'est pas une dyslipidémie type 2B mix, mais une type 2A. Familiale, probablement, mais on a des difficultés, c'est qu'on n'a pas ses parents et on n'a que sa fille. Alors, on peut s'aider du score de Dutch. Donc, vous savez, il y a un score de prédiction, finalement, pré-biologie, pré-test génétique, qui vous prédit la probabilité que cette patiente ait justement une hypercholestérolémie familiale génétique. On s'aide, comme vous voyez, de plusieurs éléments à l'interrogatoire, les antécédents familiaux, c'est une maladie génétique, l'autosomique dominante. Donc, nécessairement, il y a les antécédents familiaux qui sont soit un événement cardiovasculaire et ou un taux de cholestérol et de LDL qui est connu, donc on a des points à chaque fois. Ici, bon, on n'a pas les parents, donc on a 0. On a l'antécédent clinique personnel du patient que vous avez devant vous, c'est une maladie coronaire précoce, une femme qui a moins de 55 ans et qui a un syndrome coronaire aigu, elle n'a pas de maladie vasculaire cérébrale. On ne note pas l'examen clinique, il était normal, pas de xanthomes cordineux qui sont quasi pathognomoniques de la maladie, de l'hypercol familial, et il n'y a pas d'arc cornéen chez cette personne. On a le niveau de LDL cholestérol, donc on est 2,9 grammes, vous voyez, donc on a 5 points plus 2, on est vraiment à 7 points. Attention de bien noter qu'il s'agit ici d'un taux de LDL non traité, donc chez un patient qui n'a pas de traitement par statine. Et donc on arrive à un score à 7 points, donc entre 6 et 8, et on vous dit qu'il existe une hypercholestérolémie qui est très probable chez cette patiente. Donc l'attitude à avoir, nous on a fait un test génétique, on a facilement la biologie moléculaire à Saint-Antoine, il y a 3 centres à Paris, et vous devez justement connaître, le truc c'est connaître quel est le parcours patient, entre guillemets, le parcours autour du tube que vous avez prélevé devant cette suspicion d'hypercol familiale, adressée en biologie moléculaire de votre hôpital ou d'un autre hôpital référent, et justement à la Société française de cardiologie, d'athérosclérose, dont je suis le président, la NSFA, on va développer justement un site avec une liste justement des centres de référence, de prise en charge, diagnostic, clinique, thérapeutique de ces hypercols familiales. Et donc vous aurez très facilement quel est le centre de biologie moléculaire, génétique, à qui je peux adresser de l'ADN en faisant bien sûr signer un consentement à la patiente. Donc vraiment, de façon assez simple, comment penser au diagnostic et comment évoquer le diagnostic d'une hypercole familiale? Eh bien, principalement, bien sûr, chez l'adulte, un LDL supérieur à 1,9
Chez l'enfant ou l'ado, on considère que c'est 1,6, sans traitement médicamenteux. J'insiste bien, ne pas oublier, vous allez voir finalement aussi les patients qui ont des LDL un peu élevés ou élevés, malgré un traitement par statine bien mené. Bien sûr, quand on a un parent qui est porteur d'une hypercole, est connu pour avoir une maladie génétique, une hypercole familiale, on y pense beaucoup quand on a des dépôts extravasculaires de cholestérol, l'exanthome tendineux principalement. On n'en voit pas souvent, mais quand on les voit, c'est assez pathognomique de la maladie. Et bien sûr, la notion d'accident cardiovasculaire athérosclérotique, coronaire ou AVC, personnel ou familial. Donc, comme je vous l'ai dit, vous utilisez ce score de Dutch, qui est un score de prédiction finalement de la FH, et qui vous dit, finalement, au-delà de 6 points, la FH est très probable, et au-delà de 8 points, elle est quasiment avérée, mais bien sûr, on confirme en France par un test génétique qui est fait le plus souvent quand on a un score qui est au-delà de 5, donc 5 ou plus, mais plutôt 6, on a la meilleure rentabilité, bien sûr, du test. Alors justement, faites bien attention, c'est qu'on doit corriger le LDL cholestérol quand les patients sont sous statine, bien sûr. Et donc, vous avez des facteurs de correction ici, en fonction du type de la statine, moyenne, faible, moyenne, forte intensité, et d'association non ézetimique. Donc, il faut corriger. Donc, un patient qui a, par exemple, 1,3 de LDL sous l'association rosuvastatine 20 plus ézetimibe 10 que nous avons en France, c'est qu'il a beaucoup plus sans ces deux médicaments, et donc il aura un niveau de LDL dans le score de Dutch qui va être très très élevé, très probablement. Vous faites la correction, et ici par un facteur correcteur pour ces deux molécules de 2,7. Alors, quelle prise en charge lipidique on peut proposer à cette patiente dans le post-SCA? Les recommandations 2017 ont été malheureusement abrogées, vous savez. Elles sont en cours actuellement, elles vont démarrer très bientôt. Là, on a une réunion à l'HAS fin septembre pour discuter de comment on va, avec des médecins généralistes, développer ces recommandations, mais je pense qu'elles seront proches, bien sûr, des recommandations européennes. Donc, vous vous rappelez qu'à l'époque, en 2017, on conseillait un LDL à moins de 0,7 chez quelqu'un qui a déjà présenté une maladie cardiovasculaire documentée, donc en prévention secondaire. Mais si on se rapporte aux dernières recommandations européennes, on est bien sûr chez les patients qui sont à très haut risque, et donc il est demandé d'avoir un LDL cholestérol à moins de 0,55 g par et une augmentation de supérieure ou égale de 50% du niveau de LDL par rapport au niveau baseline. Donc ça voudrait dire faire baisser cette dame de 2,9 à 0,55, ça va être très 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 difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on a mis sous statine forte intensité, on a rajouté de l'ézetimibe, et vous voyez que le bilan 9 mois plus tard est plutôt satisfaisant. On partait de 2,9, donc c'est une passivité hyper répondeuse, ce qui est plutôt rare. Souvent dans les hypercoles familiales, on a quand même de moins bonnes réponses au traitement du polipéptide par statine, et on a quand même une baisse très très importante. On part de 2,9 à 1 g de LDL cholestérol, avec toujours triglycérides HDL qui sont normaux. Ah, la patiente est un peu embêtée, elle se plaint de douleurs musculaires fréquentes, nous dit-elle, mais assez supportables. C'est une personne qui fait du vélo, donc j'ai tous les jours pour aller voir ses patients âgés. Elle est auxiliaire de vie. Le tabagisme est sevré depuis l'accident coronaire. Alors, que faire devant des douleurs musculaires? C'est souvent problématique. Juste avant, quand même, vous redonnez les recommandations HS 2017, même si elles sont abrogées, elles sont quand même assez bien faites. Tout d'abord, pour la surveillance des enzymes hépatiques. Soyons clairs, il est recommandé toujours de doser les enzymes hépatiques azathalate avant la mise en route d'un traitement par statine et 2 mois après, et puis après, environ une fois par an. Il faut bien sûr doser à nouveau ces azatalates s'ils sont élevés en particulier au bout de 2 mois. À l'inverse, pour les enzymes musculaires, les recommandations ne recommandaient pas justement de mesurer le taux de CPK avant la mise en route d'un traitement par statine, uniquement chez les groupes de patients qui sont à risque de présenter des myalgies et des rhabdomyolyses, c'est-à-dire des patients qui ont déjà des douleurs musculaires, des patients qui ont une insuffisance rénale chronique à modérée, une hypothyroïdie, des antécédents personnels ou familiaux de maladies musculaires génétiques, l'abus de cholestérol et les sujets de plus de 70 ans. Là, on vous disait qu'il faut doser avant-après. En pratique, le petit truc, c'est que nous, on fait une ordonnance d'azatalate avec CPK avant et on fait aussi après 8 semaines à 2 mois après. Et on vous dit, en fonction du niveau de CPK, s'il est inférieur ou supérieur à 5 fois la normale, de redoser ou d'arrêter, bien sûr, au-delà de 5 fois la normale. Il est recommandé d'arrêter la statine et de reprendre après. Bien vérifier que le patient a eu un dosage à au moins 48 heures à distance d'un effort, en particulier musculaire important, tel que le sport. Alors, toujours la même patiente, 2 ans plus tard, elle récidive à nouveau
un syndrome coronaire ST- trop au plus, donc c'est toujours pas un ST+, et on fait la coronographie, on retrouve que aucune lésion sur ce qui avait été dilaté circonflexe coronaire droit, mais une lésion sur le nouvel, donc, un développement agressif chez elle de l'athérosclérose avec une sténose de presque 90% subocclusive de l'IVA moyenne, elle est dilatée, steintée. On voit que son bilan lipidique est identique à celui habituel, le LDL est à 1 gramme, elle a toujours arrêté de fumer, elle n'a pas d'autres anomalies clinico-biologiques et on avait fait l'enquête familiale et sa fille qui avait 20 ans à l'époque, me semble-t-il, était négative. Elle n'avait pas de la maladie génétique chez cette patiente qu'on avait bien sûr confirmée. Alors, se poser la question, pourquoi elle récidive? Pourquoi un coronarien connu, bien traité, qui a arrêté de fumer, qui a un LDL qui est encore élevé, c'est vrai, à 1 gramme, mais il est passé quand même de 2,9 à 1 gramme, donc une baisse de la charge lipidique quand même assez importante. Et il faut se poser la question, bien sûr, de la non-absorbance. C'est une des principales causes, bien sûr, de l'augmentation du LDL cholestérol. Et on sait qu'il y a un nombre de patients qui est très élevé 1 an après le SCA. Vous savez qu'il y a une augmentation de la non-observance qui peut aller parfois même jusqu'à 30, 40, 50%. Donc là, non, parce que le LDL était vraiment stable et avait toujours aux environs d'1 gramme, passant de 9 à 1 gramme. Donc pour nous, pas de problème d'observance chez cette patiente. Quel autre facteur faut-il penser? Le tabagisme, bien sûr, c'est un des facteurs essentiels du risque de récidive chez un coronarien, en particulier quand il est jeune. Là, il était sevré d'après la patiente. Et pourquoi pas, justement, la lipoprotéine A. Vous avez vu que Michel vous en a parlé, il s'agit d'une lipoprotéine un peu particulière qui contient beaucoup d'ApoB, du LDL cholestérol, et qui est athérogène. Et cette lipoprotéine est indéterminée génétiquement. Il suffit normalement de la doser qu'une seule fois, mais pas modifiée dans le temps, et peu modifiée pas du tout modifiée par l'alimentation, et actuellement, peu de traitements modifient le taux de LP petit a. Et on dose cette lipoprotéine petit a chez cette patiente, et on la retrouve élevée à environ 1 gramme par litre, pour une normale du laboratoire à 0,3 grammes par litre. C'est souvent le cas, et c'est fréquemment retrouvé chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale. Ils ont souvent des taux assez élevés de LP petit a, donc vous pouvez vous demander, est-ce que c'est vraiment un facteur indépendant dans ce sous-groupe de patients à risque? Ben oui, il y avait des recommandations auxquelles Michel Farnier avait participé grandement pour la nouvelle société francophone d'athérosclérose, et vous voyez que chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale, on considère que c'est des patients à risque, mais qui peuvent être à très haut risque s'ils sont bien sûr déjà présentés à un événement diabétique, tabagique, un HDL bas et une lipoprotéine qui était ici élevée à 0,5 g par litre. C'est le cas chez cette patiente. Bien sûr, des patients qui n'avaient pas eu de traitement jusqu'à l'âge de 40 ans, comme l'avait dit, toujours le problème du cholestérol burden, et les patients qui ont des symptômes tendineux, souvent parce qu'ils ont des taux très élevés de LDL cholestérol. Donc l'ALP petit a, indépendamment de la FH, de l'hypercholestérolémie, est un facteur maintenant avéré de risque d'infarctus du myocarde, d'athérosclérose, et même de sténose aortique, vous savez. Et chez le patient atteint d'hypercholestérolémie, c'est aussi un facteur indépendant de surrisque d'événements cardiovasculaires athérosclérotiques. Alors, le truc dans le post-SCA, c'est de connaître finalement le niveau de baisse du LDL cholestérol en fonction de la statine qu'on va utiliser. Alors, pour nous, cardiologues, c'est assez simple. Dans le post-SCA, finalement, il n'y a plus que 2 statines. La torvastatine, 80 mg, voire 40, ou la rosuva 20 ou 40. La 40, on n'utilise pas en France, ou peu. Et on sait qu'on va avoir une baisse moyenne de LDL de 50%. Avec, vous le savez bien, malheureusement, le truc, c'est des réponses interindividuelles qui sont très variables de baisse du LDL cholestérol. Mais en moyenne, Atorva 80 et Rosuva 20 font baisser d'environ 50% le LDL cholestérol. Et on peut vous aider, justement, l'ESC et l'EAS ont formulé une sorte de guide du bénéfice biologique qui était attendu de la réduction du LDL cholestérol. Si vous donnez une statine d'intensité modérée, pravastatine, vous aurez des baisses de 30%. Forte intensité, donc Atorva 80 et Rosuva 20, 50%. Si vous rajoutez une statine forte intensité, lésitimine, 65% de baisse du LDL estimé. Si vous donnez un inhibiteur PCSK9 seul, c'est entre 55-60%. Inhibiteur PCSK9 plus statine forte intensité, 75%. Inhibiteur PCSK9, statine forte intensité plus ezetimibe, vous pouvez arriver en moyenne à moins 85%. Et comme je vous l'ai dit, faites attention quand même avec des variabilités interindividuelles de réponse au traitement hypolipémiant assez important. Donc finalement, à partir d'un niveau de base de LDL cholestérol, on sait à quoi on va arriver en termes de polymédication et de traitement hypolipémiant, la statine, plus l'ézetimibe, plus peut-être l'inhibiteur de PCSK9 en 3e position. Alors, on peut s'aider aussi d'un consensus français dirigé par François Schild de Besançon,
où on avait justement essayé d'aider les cardiologues en leur disant, voilà, en fonction du niveau de LDL à l'admission pour un SCA, est-ce que d'abord, première question, est-ce que votre patient est sur statine ou non, de votre niveau de LDL cholestérol, et donc on disait, voilà ce qu'il faut donner, statine forte intensité ou non. Vous voyez bien que c'est le patient qui a un LDL ici supérieur à 1,9 g par litre, ben, on conseillait statine et éthymine, et vous voyez, la screener, rechercher une possible hypercoque familiale. Et puis après, autre groupe de patients divisé en deux, ceux qui ont une statine, est-ce qu'ils ont cette statine à forte intensité, oui ou non, et en fonction là encore du niveau de LDL cholestérol, on vous indiquait quel traitement par statine donner, la même, plus fort, plus ézetimibe, et puis après, toujours rechercher, chez un patient qui est sous statine, on dit typiquement que s'il a un LDL supérieur à 1,30, il faut penser à une hypercholestérolémie familiale, mais aidez-vous des tableaux correcteurs que je vous ai donnés auparavant pour avoir le vrai LDL de ces patients sans statine, sans ézetimibe. Même chose au cours du suivi, on avait défini si le patient prenait bien ou pas sa statine, faible ou forte intensité, associée ou non à l'ézetimibe, ben, que faire? Et c'est là où on avait peut-être une place pour les inhibiteurs de PCSK9 si les LDL étaient à certains niveaux. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Il faut faire attention à des cas particuliers. Le cas particulier des patients VIH qui sont 130 000 en France. Vous savez qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses entre statine et traitement anti-VIH. Et donc, faites attention. Chez un patient qui a ce qu'on appelle un inhibiteur de protéase ou du cobicistate, avec des noms un peu barbares ici. Bref, il faut faire attention. On ne peut donner chez ces patients-là, qui forment environ 30 à 40% des patients VIH sous ces traitements, que de la rosuvastatine, typiquement dans le post-STA, voire de la torvastatine en commençant toujours à faible dose. Si vous avez un doute, le petit truc, c'est qu'il y a un site internet très bien fait par la Liverpool Université qui vous donne les interactions en fonction de la drogue anti-VIH et en fonction de la drogue cardiologique que vous voulez donner. Il y a des recommandations chez les patients insulinos chroniques. Le petit truc, c'est a priori, ou du moins, c'est même pas une astuce, mais la recommandation, c'est pas de traitement initié hypolipédiant si le patient est sous dialyse, alors que chez les patients d'insuffisance chronique, en stade 3 à 5, il faut donner une statine. Les hyper-TG, le premier traitement, c'est la statine. C'est ce que donnent les recommandations ici européennes en 2019. Et chez les patients qui ont, malgré une statine et qui ont des triglycérides qui sont élevés entre 1,3, 1,35 et 5 grammes, on peut utiliser des oméga-3 EPA purs à très forte dose, 4 grammes par jour, et qui ne sont pas encore disponibles en France. Suggéré, c'est 2A la classe et le niveau de référence, niveau de recommandation B, parce qu'il n'y a qu'une seule étude, l'étude Reducit, pour voir l'efficacité de la réduction des événements cardiovasculaires. Voilà, Michel aussi, je crois, a participé à des recommandations sur la prise en charge des hyper-TG. Vous pouvez revoir ce diaporama. Et maintenant, je terminerai sur les patients âgés de plus de 65 ans. Là encore, c'est une question qu'on pose souvent. Finalement, on dit qu'un traitement par statine doit être initié en prévention primaire avant 75 ans. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation au-delà de 75 ans. On vous dit que c'est un 2B, niveau de preuve B. Donc, voilà, peut-être introduit. Mais a priori, après 75 ans, on ne parle plus de prévention primaire, sauf chez les patients peut-être à très haut risque, mais ça, on pourra en rediscuter. Oui, je termine en vous montrant donc l'arbre décisionnel de prise en charge thérapeutique, toujours de l'ESC. Connaître votre niveau de risque de base, connaître le LDL, l'objectif de LDL en fonction du niveau de risque, introduire une statine forte intensité si possible. Est-ce que le niveau de LDL est obtenu? Non, ajoute des éthymines. Non, après, toujours pas obtenu. Un ajout de PCSK9 qui peut être discuté. Et on a récemment le journal officiel qui nous dit on peut donner du praluant, de la lirocumab ou Repata de l'évolucumab chez un certain groupe de patients en troisième intention. Et chez les patients pour le praluant qui ont un syndrome coronaire récent, c'est-à-dire moins d'un an, avec un LDL qui n'est pas contrôlé, supérieur à 0,7 g par litre, malgré un traitement par statine forte intensité associée à des éthymines. Pour le groupe de patients pour l'évolucumab, le Repata, c'est les patients hypercholestérolémiques homozygotes, hétérozygotes qui ont besoin d'une LDL aphérèse, et les patients qui ont une maladie athérosclérotique établie et qui gardent un LDL supérieur à 0,7. Donc les messages pour terminer, n'oubliez pas d'éliminer les causes secondaires, c'est quand même assez rare, mais ne pas se faire avoir justement par une cirrhose biliaire primitive, y penser. Connaître d'emblée finalement la puissance d'une statine que vous avez donnée, forte intensité, moins de 50% pour la Torva 80 et la Rosuva 20, faire simple.
CD de l'algorithme post-SCA, qui est quand même très bien fait par François Schild, avec des résultats assez importants qui montrent que si on suit cet algorithme chez lui, plus de 85% des patients sont à l'objectif de LDL cholestérol, connaissent ce qu'il faut faire devant une intolérance musculaire ou hépatique, c'est pas compliqué. Juste, j'en ai pas parlé, mais pas besoin d'être à jeun pour mesurer un bilan lipidique niveau de LDL. Il y aura besoin, si les triglycérides sont élevés, de refaire un bilan à jeun. Reconnaître une hypercol familiale, ça me paraît très important et plus précocement, mieux c'est. Le LDL supérieur à 1,9, les antécédents familiaux de maladies coronaires précoces, CD du score de Dutch, de la génétique et réaliser un dépistage familial. Et enfin, un petit truc, faites très attention aux interactions médicamenteuses. Statine et ici, on parlait anti-VIH, mais pour d'autres maladies, en particulier peut-être pour des maladies cancéreuses, il faut toujours avoir un œil sur ces interactions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Franck, pour cette présentation super claire. Je voudrais commencer par une question très pratique que tous nos patients nous disent. Docteur, je ne mange rien, j'ai du cholestérol, mais je ne mange rien. Donc, quelle est la part finalement liée à l'alimentation par rapport à la part liée à la production du cholestérol et qu'est-ce qu'on attend, parce qu'on dit toujours qu'on va essayer le régime, quelle est statistiquement la proportion de baisse qu'on obtient en recommandant un régime hypocholestérolémiant à un patient? Franck ou Michel? Peu importe. Alors, c'est très variable, bien sûr. On aura des réponses au régime. J'aime pas beaucoup le mot de régime. J'aime mieux le terme mesure diététique. Très variable. Première remarque, c'est pas tellement d'abaisser la consommation de cholestérol qui est important. Ce qui marche le mieux, c'est la réduction des acides gras saturés. La réduction du cholestérol alimentaire n'est pas le plus efficace. C'est un élément des mesures diététiques, mais pas vraiment le plus capital. Qu'est-ce qu'on peut attendre avec une fourchette large? En moyenne, dans des essais, avec des mesures diététiques bien suivies, on peut aller parfois à 20 à 30% de baisse du LDL cholestérol. Mais il faut être honnête, dans la vraie pratique, dans la vraie vie, quand on gagne déjà 10 à 15% de baisse du LDL cholestérol, c'est que les mesures diététiques ne sont pas si mal suivies que ça. Mais c'est de la moyenne. On a parfois des réponses aux mesures diététiques qui sont nettement plus importantes pour certains patients que d'autres. Il y a une variation, par exemple, dans l'absorption intestinale du cholestérol et on a des hyper-répondeurs aux mesures diététiques. Et peut-être d'ailleurs que la patiente de Franck, qui a très bien réagi au traitement médicamenteux, a eu une participation aussi des mesures diététiques qu'il n'a sûrement pas manqué de lui prescrire au moment de son syndrome coronaire aigu. Je vais profiter, Michel, pour te poser encore une question. C'est que tu as parlé finalement du cholestérol non HDL dans sa globalité. Est-ce qu'on peut imaginer des objectifs pour ce cholestérol non HDL? Alors déjà, le non-HDL, en fait, il est très peu utilisé, c'est dommage. Mais le terme, c'est pas commode, ce non-HDL, on ne voit pas trop ce que c'est. Mais il y a des objectifs. Alors déjà, si les triglycérides sont normaux, c'est le cas de la patiente de Franck, si elle est à l'objectif LDL, elle est automatiquement à l'objectif non-HDL. Donc c'est intéressant de regarder l'objectif non-HDL que quand les triglycérides sont élevés. Et l'objectif, il est 0,30 grammes par litre plus haut que l'objectif LDL cholestérol. La patiente de Franck, qui a un objectif théorique de 0,55 grammes par litre pour le LDL, son objectif non-HDL est donc de 0,85 grammes par litre. C'est 0,30 en plus. Merci. Alex, il me semble que tu avais une question. Oui, alors les participants nous posent beaucoup de questions. J'ai une question pour Franck. Alors, vous avez mentionné les anti-PC SK9. Alors, comment les prescrire aujourd'hui en France? Alors, faites attention, c'est une prescription pour médicaments d'exception, c'est des ordonnances bleues, violettes, vous savez. Encore, ça va changer. On va pouvoir utiliser notre carte professionnelle, vous savez, mettre dans le boîtier. Il y aura un algorithme qui va directement demander l'autorisation de prescription de ce médicament à la Sécurité sociale pour avoir un remboursement. Mais actuellement, on n'a pas encore cet algorithme et ce logiciel qui permet de le faire. J'ai demandé récemment au laboratoire.
il faut toujours prescrire, c'est ce qu'on faisait nous avant, parce qu'on avait quand même des indications pour ceux qui ont des patients atteints d'hypercholestérolémie en particulier. Donc on fait toujours l'ordonnance où on prescrit donc le Praluent 75 ou 150 mg tous les 14 jours ou Evolocumab, le Repatha, 140 mg tous les 14 jours. Comme on l'a vu chez les patients coronariens qui ont un LDL supérieur à 0,7, moins d'un an pour le Praluent et au-delà d'un an pour, peu importe, pour l'Evolocumab. On garde quand même pour des patients à très haut risque. Hein. L'idée n'est pas quand même de mettre tout le monde sous inhibiteur de PCSK9. Hein. Je pense que je n'ai pas eu ce discours. Hein. Ce n'est pas le débat ce soir, hein, mais faites attention, c'est quand même restreindre. Quand on regarde les modélisations qui sont faites aux États-Unis où ils sont près de leurs sous, mais ils ont peut-être raison. Hein, il faut que nous, ça serait bien qu'on soit nous aussi près de nos sous en France, mais quand on voit les modélisations qui se font dans des grandes bases de données où ils projettent finalement en fonction, si on fait bien les étapes, forte intensité de statine, on rajoute les étimides, finalement, il y aurait seulement que 15 à 20% au maximum de patients qui auraient besoin, on rajoute en troisième intention un inhibiteur de PCSK9. D'accord. Dans le post-STR, je parle, par exemple. Je ne parle pas dans d'autres pathologies, parce qu'il est clair, comme le dit, il peut y avoir un changement de paradigme. Comme le dit Michel, le cholestérol burden chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale, c'est peut-être eux qui devraient avoir la baisse la plus profonde, la plus importante, associant probablement ces trois molécules hypolipémiantes. Et donc là, voilà. Et là, comment c'est tôt et quand, c'est un problème. Pour une niche, entre guillemets, pour peu de patients. D'accord, donc ça reste toujours une prescription très stricte. Médicaments d'exception et spécialistes, endocrinologues, diabétologues, lipidologues et cardiologues. Et bien internistes. D'accord. Merci beaucoup. Alors, une autre question, toujours pour Franck. Alors, quoi faire chez la femme enceinte? La femme enceinte, il ne faut rien faire, justement, il faut arrêter les traitements, c'est ça. Il faut être très, très prudent, justement. Quand on s'occupe, justement, de patients atteints d'hypercol familial, avec des niveaux élevés de LDL ou des parents qui ont déjà fait des événements cardiovasculaires, on est enclin à donner précocement, comme l'a dit Michel, c'est très important. Et l'étude de Trousseau à Paris, chez les enfants atteints d'hypercol familial, montrait une très bonne tolérance du traitement par statine. Dès qu'on intrusait de la Prava 20 ou 40 ou de la Rosuva 5 mg chez les enfants dès l'âge de 10-11 ans, où il y avait par exemple sur 200 enfants un seul arrêt de statine pour myalgie. On a eu 0 enfants qui ont eu une élévation des enzymes hépatiques et je crois deux qui ont eu une élévation des enzymes musculaires sans aucune rhabdomyolyse. Et donc, on en donne des médicaments chez la femme en âge de procréer, mais il faut lui dire qu'elle arrête dès qu'elle a envie d'avoir un enfant, c'est très important. La statine, le fibrate, les étimides ou l'inhibiteur de PCSK9 doivent être arrêtés lors de toute décision d'avoir une grossesse, pendant le temps de la grossesse. Je ne sais pas si Michel est d'accord. Ah oui, tout à fait. Peut-être comme complément, personnellement, j'ai toujours, moi depuis des années aussi, alors bien sûr, recommandé, c'est une façon de parler, mais conseiller plutôt d'avoir des grossesses pas trop tardives dans les formes familiales, pour justement éviter d'atteindre déjà un niveau d'atteinte hétéromateuse, surtout quand nous n'avions pas d'ailleurs tous les traitements actuels. Mais oui, on arrête tout et si possible avoir les grossesses plutôt jeunes. C'est vrai, ouais, je ne pensais pas, c'était une bonne idée. Alors, dans l'audience, il y a au moins 3 personnes qui posent des questions sur les fibrates. Qu'est-ce qu'il reste encore? Est-ce qu'il y a une place et qu'est-ce qu'il leur reste comme place? Michel, peut-être. Alors, les fibrates gardent une place, mais qui va être une place très modérée. Quelle est la place des fibrates? Il y en a en gros 3. Il y a 1, les grandes hypertriglycéridémies familiales où il y a un risque de pancréatite aiguë quand on a, malgré les mesures diététiques, des triglycérides à plus de 5 grammes par litre. C'est une indication d'un fibrate, en dehors des problèmes de chylomicron où il y a un cas très, très particulier. Mais c'est rare, c'est très rare. Et en fait, dans ces grandes hypertriglycéridémies, c'est pas tellement vous, cardiologue, qui les voyez, puisque c'est pas tellement un risque cardiovasculaire. La deuxième circonstance, c'est le patient qui a soit une contre-indication, soit une intolérance prouvée aux statines. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On peut donner un fibrate, mais à condition qu'il y ait des triglycérides élevés. Si les triglycérides ne sont pas élevés, il n'y a aucune raison de prescrire un fibrate. Donc, si les triglycérides sont élevés et que le patient ne tolère pas la statine, oui, pourquoi pas un fibrate,
mais le fibrate, il ne va pas tellement baisser le LDL. Donc, très souvent, malheureusement, dans ces intolérances prouvées aux statines, on fait fibrate plus écétimib pour avoir l'effet complémentaire sur le LDL. Et puis, troisième circonstance, et Franck l'a évoqué dans une diapositive, c'est donc le patient qui a des triglycérides élevés, qui est à haut risque ou très haut risque, qui est sous statine, et malgré la statine très bien prescrite, le LDL bien contrôlé, il garde des triglycérides élevés, un non-HDL pas à l'objectif. On peut, mais c'est une recommandation qui est d'un grade plus faible, envisager la prescription de phénofibrate ou de bézafibrate, mais c'est surtout de phénofibrate, en association aux statines. On y verra plus clair dans 2-3 ans, avec un nouvel essai en cours, avec un nouveau fibrate, pour voir si vraiment c'est une indication importante. Mais voilà la place restreinte des fibrates. Alors, encore une question, c'est Franck tout à l'heure a fait doser la LP petit a, et c'est vrai que si on regarde, on a tendance souvent à se limiter à ce bilan lipidique usuel simple. Est-ce que ces dosages, LP petit a, ou d'autres apolipoprotéines éventuellement, dans quelles circonstances vous les faites? Alors, il y a des recommandations assez claires européennes, et je pense, normalement, on aimerait que tout le monde dose au moins une fois la LP petit a, parce que c'est quand même un facteur qui peut permettre de mieux stratifier le risque cardiovasculaire. Le problème en France, c'est que vous savez qu'il n'est pas remboursé, ça coûte environ 17 euros. Donc, il y a des recommandations européennes qui disent chez qui faut-il doser la LP petit a. En premier, bien sûr, chez des patients qui font un syndrome coronaire aigu ou un AVC jeune. Ça paraît très, très important. En particulier s'ils n'ont pas de LDL cholestérol élevé. Donc, des patients qui font une maladie coronaire ou athérosclérotique AVC précoce, sans autres facteurs de risque cardiovasculaire, ou même s'ils ont des facteurs de risque, doser la LP petit a. Et en particulier, là encore, chez ceux qui ont des antécédents de maladies familiales, coronaires ou athérosclérotiques précoces, soit un AVC très précoce. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait parce qu'il n'y a pas de traitement? Les traitements vont arriver. Les traitements vont arriver, et puis, c'est ce que je dis aux patients. Ben oui, mais alors faites encore plus d'efforts sur l'arrêt du tabac, plus d'efforts sur l'activité physique, plus d'efforts sur la baisse du LDL cholestérol, même si tout ça n'a pas été prouvé. Bien sûr, on n'a jamais regardé si LP petit a élevé et patient a fait un SCA, est-ce que s'il perd encore plus de poids, mais bon, on peut penser que chez ces patients à haut risque qui gardent la LP petit a élevé, parce que les statines malheureusement ne font pas baisser la LP petit a, même les font augmenter d'environ 20% le taux de LP petit a, on n'a pas de traitement. Il n'y a que les inhibiteurs de PCSK9 qui baissent d'environ 20-25% la LP petit a, avec des données qui semblent intéressantes actuellement sur cette baisse par les anti-PCSK9 aurait un effet probablement clinique de réduction des événements. Et même, vous avez vu peut-être de réduction des événements veineux thromboemboliques. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on sait que cette LP petit a, elle a un rôle malheureusement pro-athérosclérotique, pro-inflammatoire et pro-thrombotique. Que ce soit d'ailleurs sur le versant artériel ou probablement veineux, en particulier chez l'enfant. Si un jour vous avez des enfants, des adolescents ou des mineurs, mais qui, pour nous cardiologues adultes, qui ont entre 15 et 18 ans, la LP petit a très élevée peut être un facteur de thrombose veineuse spontanée. Il faut y penser aussi dans ce type de cas. Si je peux me permettre, c'est un autre petit intérêt très pratique pour la pratique clinique et très souvent, on n'y pense pas. La patiente de Franck, elle réagissait très bien au traitement. Parfois, on a des patients qui ont l'impression qu'ils ne réagissent pas au traitement. Et en fait, le problème, c'est que quand vous demandez un LDL cholestérol au laboratoire, ce qu'on vous rend, c'est le LDL cholestérol réel plus le cholestérol de la LP petit a. Donc, si on a un patient qui a une LP petit a très élevée, la patiente de Franck qui avait 1 gramme par litre, environ 30% de la masse de la LP petit a, c'est du cholestérol. Donc, ça permet de corriger son LDL cholestérol. En fait, la patiente de Franck, à la fin, le LDL cholestérol réel, il était aux alentours de 0,70 grammes par litre si on corrige par la LP petit a. Et ça permet d'expliquer des fois pourquoi des patients ont dit « tiens, il ne répond pas au traitement ». Un patient qui ne répond pas au traitement alors qu'il prend le traitement régulièrement, il faut doser la LP petit a. C'est peut-être du cholestérol contenu dans la LP petit a qui ne réagit pas au traitement et non pas qu'il ne le prend pas. Merci beaucoup, Michel. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais... Non, Michel a été très clair. Et c'est vrai que c'était le truc et l'astuce, mais je ne l'ai pas mis. Michel a raison. On peut calculer le LDL corrigé sans la LP petit a. Il y a une formule qui est donnée. En gros, pour niveau 2, là.
Non, non, mais en gros, c'est 30%. On enlève 30% Exactement. schématiquement ou un tiers, voilà. Sans avoir de formule très compliquée. C'est pas de la précision, c'est d'avoir une idée de. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Alexandrou qui va conclure. Merci. Merci Walid, merci Michel, merci Franck. Alors, malheureusement, on est un peu pressé par le temps, donc on doit finir notre webinaire. On vous remercie d'avoir assisté donc, à ce webinaire. Je voudrais donc remercier aux orateurs d'exception qu'on a eu aujourd'hui, également aux membres de la cellule de communication du CNCH, les membres du CNCH et les participants d'aujourd'hui à ce webinaire. On vous informe que le webinaire sera disponible sur YouTube à partir de demain. Également, vous pouvez suivre les actualités CNCH sur les comptes social media Twitter, Facebook et LinkedIn. Et j'ai le plaisir de vous annoncer le prochain webinaire qui sera diffusé ce jeudi, le 17 septembre à 19h. Et donc, intitulé Actualité 2020, cœur et diabète, avec des invités d'exception, notamment le professeur Philippe Garçon et le professeur Ariel Cohen, président de la Société française de cardiologie. Le webinaire sera modéré par le docteur Franck Albert, président de CNCH, et le docteur Walid Amara, cardiologue et responsable de l'unité de l'écologie à Montfermeil. On vous remercie pour votre participation et merci encore aux orateurs. Merci et bonne soirée. Merci à tous. Merci. Bonsoir à tous. Merci.